Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Marcel Proust sur la lecture. À Madame la princesse Alexandre de Camaran-Chimay, dont les notes sur Florence auraient fait les délices de Ruskin, je dédie respectueusement, comme un hommage de ma profonde admiration pour elle, ces pages que j'ai recueillies parce qu'elles lui ont plu. Il n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré, tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil dominait de force dans le ciel bleu le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous nous pensions qu'à monter finir, tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel, que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés, des jours enfouis et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrait que la vieille Félisse, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été franchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer indifféremment à celui des mots que vous lisez. Je m'installai sur une chaise près du petit feu en bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait: il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager, et dire que c'est dans 8 jours Pâques, avant le déjeuner, qui hélas mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et le regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet, qui bordait de briques et de faïences en demi-lune ces plates-bandes de pensées, des pensées cueillies, semble-t-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages ou après trop tard quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire: vous n'êtes pas bien comme cela? Si je vous approchais une table, et rien que pour répondre non merci bien, il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement non merci bien, lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue, leur passait souvent longtemps avant le déjeuner commençait à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris part aux églises, aux ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là,
ayant à écrire, il disait bien je ne veux pas te déranger, mais commençait aussitôt à s'approcher du feu et à consulter l'heure, a déclaré que le déjeuner ne serait pas mal accueilli où on entourait d'une particulière déférence celui ou celle qui était resté à écrire et on lui disait vous avez fait votre peine correspondance avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et des ménagements comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, se serraient d'avance à la table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants à les faire croire qu'ils étaient déjà midi, et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale. Allons, ferme ton livre, on va déjeuner. Tout était prêt, le couvert était entièrement mis sur la nappe, où manquait seulement ce qu'on m'apportait qu'à la fin du repas, l'appareil en verre où l'oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embusées une cendre ordonnante et brune et aussi la crème et la fraise que les mêmes oncles mêlaient dans des proportions toujours identiques, s'arrêtant juste au rose qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand. Que le déjeuner me paraissait long, ma grande-tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis, avec une douceur qui supportait, mais n'admettait pas la contradiction pour un roman, pour des vers, chose où elle se connaissait très bien, elle s'en remettait toujours avec une humilité de femme à l'avis de plus compétents, elle pensait que c'était là le domaine flottant du caprice où le goût d'un seul ne peut pas fixer la vérité, mais sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignés par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elles étaient certaines d'avoir une idée juste de la perfection, de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même, c'était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mît des épices dans les plats qui n'en exigent absolument pas, qu'on jouât avec affection et à vue des pédales, qu'en recevant on sortit d'un naturel parfait et par là de soi avec exagération. Dès la première bouchée aux premières notes sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elles avaient affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase cette tendance si simple, si peut-être une femme très brillante et remplie de qualités. Mais c'est un manque de tact de parler de soin en cette circonstance, peut-être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le beefsteak aux pommes. Beefsteak aux pommes, morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, sorte de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation. Mon grand-père avait tant d'amour propre qu'il aurait voulu que tous les plats fussent réussis et s'y connaissait trop peu en cuisine pour jamais savoir quand il était manqué. Il voulait bien admettre qu'ils le fussent parfois très rarement d'ailleurs, mais seulement par un pur effet de hasard, les critiques toujours motivées de ma grande-tante, appliquant au contraire que la cuisinière n'avait pas su faire tel plat, ne pouvait manquer de paraître particulièrement intolérable, et mon grand-père, souvent, pour éviter des discours avec lui, ma grande-tante, après avoir goûté du bout des lèvres, ne donnait pas son avis, ce qui d'ailleurs nous faisait connaître immédiatement qu'il était défavorable. Elle se taisait, nous lisions dans ses yeux
Une désapprobation inébranlable et réfléchie qui avait le don de mettre mon grand-père en fureur. Il l'a prié ironiquement de donner son avis, s'impatientait de son silence, le pressait de questions, s'emportait, mais on sentait qu'on l'aurait conduite au martyre plutôt que de lui faire confesser la croyance de mon grand-père que l'entremets n'était pas trop sucré. Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite, surtout si la journée était un peu chaude. On montait, se retirait dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches plus rapproché, de gagner tout de suite la mienne, l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées. On n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face, qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours après déjeuner fumer sa cigarette devant sa porte et dire bonjour aux passants qui parfois s'arrêtaient à causer. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, et dictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée mais apparente au-dessus du lit, à tringles de cuivre et entièrement découvert aux murs nus de ces chambres hygiéniques. Quelques reproductions de chefs-d'œuvre à la juger d'après les principes de cette esthétique. Ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma communauté, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté, ses hautes cottines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de tailles d'oreiller en bâtisse sous laquelle il disparaissait le jour, comme un hôtel au mois de Méris où les festons et les fleurs et que le soir, pour pouvoir me coucher, j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit à côté du lit, de la trinité du verre, à des seins bleus, du sucrier pareil et de la carafe toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée sur l'ordre de ma tante, qui craignait de me la voir reprendre, sorte d'instrument de culte presque aussi saint que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans un ampoule de verre que je n'aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel que si ça avait été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller dans la peur de les renverser par un faux mouvement, ces petites étoiles ajournées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché, cette cloche de verre sous laquelle, isolée des contacts de veulière, la pendule bavardait dans l'intimité pour les coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que quand la pendule s'arrêtait, personne excepté l'horloge n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter. Cette blanche nappe en guipure qui jetait comme un revêtement d'autel sur la commode ornée de deux vastes, d'une image de Sauveur et d'un bouilli béni, la faisait ressembler à la Sainte Table dont un prie-dieu rangeait là tous les jours quand on avait fini la chambre, achevait d'évoquer l'idée, mais dont les effilochements, toujours engagés dans la fente des tiroirs, en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber, d'un seul coup, l'image du Sauveur, vase sacré, buis béni, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prie Dieu, cette triple superposition en fin de petits rideaux d'étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de bassin, toujours souriants dans leur blancheur d'aubépine,
souvent ensoleillés, mais au fond bien agaçants dans leur maladresse et leurs entêtements à jouer autour de leur barre de bois parallèles à se prendre les uns dans les autres et tout dans la fenêtre dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer. Un second était toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier à venir prendre immédiatement sa place dans la jointure aussi parfaitement bouchée par eux qu'elle le s'était par un buisson d'aubépines réel ou par des nids d'hirondelles, qu'il aurait eu la fantaisie de s'installer là, de sorte que cette opération, en apparence si simple d'ouvrir ou de fermer ma croisée, je n'en venais jamais au bout, sans le secours de quelqu'un de la maison. Toutes ces choses, qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais appartenaient même à une entrave d'ailleurs légère à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplait ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent dans une clairière, des arbres et au bord des chemins ou sur les vieux murs des fleurs, elle se remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée, et elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il caressait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquait sur les murs, après avoir rosé l'aubépine de rideaux de lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans un plus grand nef à vitraux, où les bruits des cloches arrivaient si retentissants à cause de la proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit juste au-dessus de la fenêtre où je saluais souvent le curé tenant son béviaire, ma tante revenant des vêpres ou l'enfant de chœur qui nous portait du pain béni. Quant à la photographie par Braun du printemps de Botticelli ou moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui au mur et sur la cheminée des chambres de Maple sont là par concédés par William Morris à l'inutile beauté. Je dois avouer qu'il s'était remplacé dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, mais que je fus très étonné d'apercevoir une nuit dans un grand fracas de locomotive et de grêle, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime de la munificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre, mais alors je me souciais pas de son origine, qui me paraissait historique et mystérieuse, et je n'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui, où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil, et à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu, et je suppose que je ne le reverrai jamais, mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il y aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Je laisse les gens de goût orner leur demeure avec la reproduction des chefs-d'œuvre qui les admirent et décharger leur mémoire du soin de leur conserver une image précieuse en la confiant à un cadre de bois sculpté. Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et de remplir seulement des choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de la vie profondément différent de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongé au sein de non-moi. Je me sens heureux qu'en mettant le pied avenue de la Gare, sur le port ou la place de l'église, dans un de ces hôtels de province, où le long corridor froid où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement
des murs où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver, mais n'efface pas, et que les narines aspirent 100 fois pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle, avec tout ce qui contient de pensées et de souvenirs, où le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand la porte refermée, on entre plus avant jusqu'à la table, jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle, sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu, dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres, et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves, en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va tout tremblant tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que tout près de l'église sonnent pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Voilà, c'était les 21 premières pages de Sur la lecture de Marcel Proust. J'espère que ça vous aura plu et donné envie d'acheter le livre. Bien à vous.